RCF. On va s'intéresser aujourd'hui à l'Europe sociale et se poser la question de savoir si cette Europe avance. L'image d'Épinal, c'est souvent que l'Union européenne, c'est une union économique. Donc on va essayer de regarder un peu quelle est l'actualité de son volet social. Polychrome, Frédéric Béraud, RCF Alsace. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Nicolas Moisard. Nicolas Moisard, vous êtes professeur à l'Institut du Travail. Vous êtes donc spécialiste de ces questions sociales et plus précisément des questions sociales européennes. Et en fait, je vous ai invité parce que l'actualité sociale est particulièrement riche du point de vue législatif dans l'Union européenne, puisque 2 directives ont été adoptées, une sur la transparence salariale, une autre sur le salaire minimum adéquat. Et effectivement, les thèmes sont des thèmes extrêmement importants. On n'attendait peut-être pas nécessairement l'Europe sur ces sujets-là, ou du moins pour ce qui est du salaire minimum, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps mais qu'on pensait impossible. Et les textes ont été adoptés fin 2022 et printemps 2023. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de les comprendre, en commençant peut-être par la directive transparence salariale, qui est une directive importante sous finalement une apparence très technique. Peut-être est-ce que vous pourriez expliquer un peu en quoi consiste cette transparence et pourquoi la transparence, ça protège le salarié? Bien, bonjour. Alors effectivement, cette directive, on ne l'attendait pas aussi rapidement. 2 ans pour son adoption, avec l'idée qu'il faut arriver à cette égalité effective, réelle de rémunération entre les hommes et les femmes, dans les entreprises, mais aussi, c'est important, dans le secteur public. Cette directive s'applique également dans le secteur public, à part de la transparence. Transparence, ça veut dire que les entreprises vont devoir informer, publier des données, même à l'égard du public, et pas simplement à l'égard des salariés, pas simplement à l'égard des représentants des salariés, comme on le fait beaucoup en France. Pas simplement à l'égard des syndicats, pas simplement à l'égard des élus. Donc cette idée que finalement, le public, les personnes qui veulent travailler dans une entreprise, auront un accès à la politique salariale de cette entreprise sur les salaires et les écarts entre femmes et hommes. Alors plus précisément, si on essaye de regarder un petit peu justement ces données qui devront être publiées, et qui, c'est exact, vont changer un peu le paysage français. Qu'est-ce qui devrait être publié par une entreprise précisément? Alors, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, et ça c'est vraiment important, le candidat à l'embauche va avoir certaines informations. Il va y avoir une transparence à son égard. On devra lui donner la fourchette des rémunérations et le niveau de rémunération initial du futur travailleur. Quand on parle du sens du travail, eh bien on est dedans. C'est cette idée que l'entreprise, il faut qu'elle soit attractive aussi sur sa politique de rémunération et d'égalité entre les femmes et les hommes. Aux travailleurs, au public, à l'ensemble du public et pas simplement aux salariés, eh bien il va y avoir des données genrées sur l'écart des rémunérations, avec une référence à un critère important, c'est ce qu'on appelle, alors c'est ce que les économistes appellent le salaire médian, qui fait apparaître la part des femmes dans les salaires les moins élevés. Et puis d'autres informations plus confidentielles qui seront simplement données aux travailleurs ou aux représentants des travailleurs. Mais vous voyez, il y a cette idée qu'on va pouvoir aussi peut-être faire des comparaisons entre des entreprises du même secteur. Cette idée que voilà, il y a peut-être une compétition, on l'espère, vers l'égalité entre les entreprises et entre les secteurs. Oui, on comprend bien effectivement que cette transparence, elle va avoir un rôle dans l'égalité femmes-hommes. Comment est-ce que cette transparence doit être construite par les entreprises? Elles doivent publier ça sur leur site internet. C'est un rapport spécifique. Comment est-ce que les choses vont concrètement se passer? Alors effectivement, il faudra que les informations soient accessibles au public et elles vont tout envoyer à un organisme qui va être créé,
qui sera un organisme de suivi et qui nationalement va recueillir toutes les données des entreprises et qui va justement compiler les données par secteur. Donc il y a cette idée que la transparence, c'est d'être obligé de renvoyer des informations au niveau national et que ce soit complet, pas simplement donner des informations en interne aux élus du comité social et économique ou aux organisations syndicales pour la négociation. Donc ça, c'est assez nouveau en droit français, ça n'existe pas. C'est cette notion de transparence qu'on a un petit peu avec l'index de l'égalité salariale, mais qui là va quand même beaucoup plus loin. Oui, effectivement, c'est assez nouveau. Et puis vous le disiez, et on le comprend au travers de cet organisme futur, il y aura des possibilités de comparaison. Du coup, pour les salariés, l'idée c'est aussi, vous évoquiez tout à l'heure l'idée du sens au travail, de choisir aussi l'entreprise en fonction de sa politique salariale. Et oui, et puis aussi au-delà. De voir quels sont les risques d'action en justice qui pourraient être diligentés à l'égard d'une entreprise qui ne respecte pas cette égalité, ou en tout cas qui a des écarts trop importants. Parce que finalement, ces chiffres, ils sont opérationnels, ils vont pouvoir aider, en l'occurrence là les femmes, dans une entreprise, et peut-être dans un groupe ou dans un secteur, à promouvoir l'égalité. La grande difficulté en droit social, puisque en France, on n'aime pas parler de ces rémunérations et d'échanger les bulletins de salaire, c'est d'avoir accès aux données. Et là, la directive est une vraie force sur ce point. Oui, effectivement, vous évoquiez la pression contentieuse. Donc cette idée finalement de mettre l'entreprise sous pression par le biais d'actions menées devant le juge. Qu'est-ce qu'il en est des actions de groupe qui souvent sont importantes? On commence à le voir aussi dans le contentieux environnemental. Est-ce que ça suit la même tendance? Ça commence. Certaines organisations l'ont fait. Alors il y a une action très importante actuellement qui concerne la caisse la caisse d'épargne d'Île-de-France, et que toute la France regarde. On en est au niveau de la Cour d'appel de Paris là. Et il y a aussi des actions en matière de droit syndical. Nous sommes sur un début. Et il y a une proposition de loi au Parlement, cette fois-ci le Parlement français, qui avance pour élargir cette possibilité d'action de groupe. C'est l'idée que finalement il y a des inégalités, des discriminations qui sont dans un système, qui sont dans des pratiques et qui affectent plusieurs personnes de la même manière, et que la personne seule aura du mal à agir, mais que finalement, une fois que c'est identifié, qu'elle sera identifiée aussi comme une victime, ce sera plus facile pour elle d'obtenir réparation. Oui, effectivement, c'est certainement un élément important de ce contentieux qui, quand il est uniquement, j'allais dire, interpersonnel, peut être aussi difficile à porter par un seul salarié ou une seule salariée sur la thématique effectivement de l'égalité de traitement salarial. La directive, est-ce que sur ce point, elle est aussi révolutionnaire que ce qu'on a dit en matière de transparence? Est-ce qu'elle va vraiment favoriser les choses, ou c'est plutôt finalement une action qui est favorisée par le droit français? Sur la transparence, sur l'action de groupe, sur l'action de groupe. Oui. Ça va être finalement une convergence, c'est-à-dire que l'Union européenne, dans cette directive-là, impose à plusieurs acteurs d'agir sur l'égalité. On va voir apparaître davantage le défenseur des droits. Vous savez, Claire Hédon, la défenseur des droits, eh bien là, dans cette directive-là, elle aura un rôle très important. Elle va même pouvoir aider les salariés. En aura-t-elle les moyens? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée qu'il y a une convergence finalement du droit français et de l'Union, puisqu'il y a aussi une proposition de directive actuellement pour réviser tout ce qui est organisme de promotion de l'égalité pour leur donner plus de moyens. Cette idée que effectivement l'action peut être plus collective, y compris en justice. Alors pas avec comme aux États-Unis, pas avec cette idée que même l'avocat lui-même va pouvoir faire fortune sur cette action. Hein. C'est encore très encadré pour l'instant. C'est encore effectivement quelque chose qu'il faudra faire évoluer. Je vous propose une petite pause et puis on ira voir cette deuxième directive sur le salaire minimum adéquat.
Culture, sciences, spiritualité, vous écoutez Polychrome, le magazine de la découverte sur RCF Alsace. On va retrouver Nicolas Moisard pour finalement parler au-delà de cette transparence salariale dont on voit déjà qu'elle va impacter pas mal le mode de fonctionnement français. Un deuxième texte, celui sur le salaire minimum adéquat. Je le disais tout à l'heure, c'est à la fois un serpent de mer de l'Europe, mais c'est aussi quelque chose dont on a expliqué quand même très longtemps que c'était impossible, puisque effectivement on a des salaires minimums qui sont très différents au nord et au sud, à l'ouest et à l'est de l'Europe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment l'Union européenne en est arrivée finalement à pouvoir se saisir de ce salaire minimum dont on pouvait penser que c'était peut-être plus une compétence nationale? Vous voyez qu'on vient avant la musique, de parler de salaire, d'égalité entre les femmes et les hommes. L'Union européenne en parle déjà depuis longtemps, entre les CDD et les CDI, les intérimaires, le temps partiel, et puis aussi, par exemple, la liberté de circulation des travailleurs, le détachement des travailleurs dans les prestations de services. Nous sommes dans l'établissement d'un marché intérieur, dès lors, la question du salaire, elle est centrale. Pourtant, ça butait. Pourquoi? Parce que, en matière sociale, chaque pays a son système. En France, nous, on connaît un salaire minimum national fixé par la loi. Or, dans les pays du nord de l'Europe, c'est une révolution. Le salaire, il est fixé dans chaque entreprise, sur chaque chantier, et les salariés doivent adhérer au syndicat qui va négocier, il n'y a pas 10, c'est le syndicat qui va négocier avec l'employeur le salaire qui s'appliquera. Vous imaginez qu'au Danemark et en Suède, quand on a vu arriver ce projet de directive qui peut-être proposait un salaire minimum légal, il y a eu une hostilité immédiate. C'était de dire qu'on tue le système social et que les salariés n'auraient plus intérêt à se syndiquer. Et qu'en plus, deuxième argument, ce salaire minimum serait peut-être trop bas. Alors, cette question a été traitée plutôt sous l'angle d'avoir ensemble les mêmes critères de détermination d'un salaire minimum, les mêmes objectifs, et d'avoir dans chaque État une procédure de mise en place d'un salaire minimum, plutôt que d'avoir un taux unique qui serait véritablement trop bas. Oui, il y aurait pas, parce qu'on se serait mis d'accord, mais effectivement sur un salaire qui serait trop minimum, en tout cas, oui. En particulier si on regarde le cas français. Oui. Du coup, cette directive, qu'est-ce qu'elle va chercher à promouvoir? Elle établit un cadre en fait, mais comment est-ce que ce cadre est organisé? Alors, déjà, les objectifs. Ça, c'est très important pour un salaire minimum. On est là pour, je cite, contribuer à la convergence sociale vers le haut, réduire les inégalités salariales, avec des critères qui vont être plus importants d'ailleurs, et ça concerne la France pour le salaire minimum légal, promouvoir la cohésion sociale, réduire l'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, avec un critère qui pourrait faire débat, puisqu'on y intègre le niveau de productivité. Et là, c'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant dans le salaire minimum français. Le salaire minimum français, pour l'instant, il est indexé sur le pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. C'est pour ça qu'il y a actuellement, il y a des revalorisations imposées par la loi. Par contre, une référence à l'évolution de la productivité, qui est en baisse en France comme dans tous les pays occidentaux, là, c'est un débat. Et du coup, cette directive n'établit pas de salaire minimum en soi. Est-ce que c'est une directive qui peut contribuer à réduire les inégalités femmes-hommes qu'on évoquait tout à l'heure? Oui, parce que on le sait, ça a été vu dans certaines enquêtes, dans certains secteurs où ce sont les femmes qui vont être le plus proches des salaires minimaux. Une revalorisation du salaire minimum va aider justement au salaire des femmes. Alors vous aurez toujours l'argument qui est de dire que monter un salaire minimum, c'est aussi peut-être inciter les entreprises à davantage remplacer les salariés par des machines, et que il y a une intention particulière à avoir cela. Mais dans certains secteurs où les femmes sont aussi à temps partiel de façon importante, là, il a été vu que ça pouvait être favorable à cet écart de rémunération.
Est-ce que cette égalité et ce qu'on entend par égalité a été difficile à négocier entre les États européens? Finalement, qu'est-ce qu'on essaye de promouvoir comme type d'égalité? Sur les hommes et les femmes Oui, ou de manière générale, quel débat on a eu pour arriver finalement à cette directive-là? Sur la directive transparence salariale ou salaire minimum? Non, salaire minimum. Salaire minimum, ouais. d'accord. Parce que finalement le débat se répondent, se pose dans les deux. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant au niveau européen, c'est qu'il y a une vieille idée qui est remontée, qui est celle du panier de biens et de services, du minimum du living wage. C'était l'idée de déterminer ce qui est un panier de biens et de services minimum pour vivre décemment. C'est une idée intéressante, mais très compliquée à mettre en place. La France avait voulu le faire dans les années 50, mais on ne savait pas déterminer, on n'était pas d'accord entre employeurs et salariés sur ce qui devait composer ce panier. Cette idée est proposée par la directive et elle pourrait être, dans les périodes actuelles, assez intéressante sur les évolutions des modes de vie. Alors, cette directive, elle est surtout importante pour beaucoup d'États de l'Union européenne qui ne connaissent pas la négociation collective. Et au-delà du salaire, ça va avoir une influence déterminante sur le taux, parce que alors c'est technique, hein, le taux de couverture des conventions collectives. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le nombre de salariés qui sont protégés par des accords collectifs. Eh bien, l'Union européenne dit il faut que ce soit un taux de couverture de moins 80%. Dans certains États, ça va être, en France, nous en sommes à 93-96%. Mais dans certains États, nous sommes beaucoup plus bas. Donc, cette directive, qui doit d'ailleurs beaucoup à l'initiative française, hein, est vraiment importante. On parle de transparence salariale, on parle de salaire minimum, là, et puis bientôt les travailleurs des plateformes. Il y a un mouvement intéressant sur l'Europe sociale actuellement. Oui, c'est effectivement assez fascinant de voir qu'en plus ce mouvement se développe alors même que la crise sociale est importante, que les incertitudes sont importantes, et donc c'est vrai que c'est assez miraculeux quelque part de voir que les États européens arrivent à s'entendre alors même, et vous le disiez sur l'importance de la négociation collective, que les traditions et les réalités des États sont extrêmement différentes. Je vous propose de faire une deuxième petite pause, ce qui nous permettra de regarder un peu après les enjeux qui sont actuellement les enjeux de l'Europe sociale. Polychrome, le magazine de la découverte sur RCF Alsace. Après cette plongée dans les détails de cette directive et dans leur mode de fonctionnement, la question que j'avais envie de vous poser, parce qu'encore une fois, l'image d'Épinal de l'Europe a souvent été celle d'une Europe très économique. On a essayé d'en faire une Europe géopolitique. Quel est votre sentiment justement sur l'état de l'Europe sociale? Est-ce que vous diriez que les choses avancent dans le bon sens? Et puis peut-être quels sont les grands thèmes qui pour vous sont importants dans cette Europe sociale? Les dossiers avancent.
j'ai envie de dire assez curieusement, mais là, ces 2 dernières années, on voit que les initiatives sont faites, peut-être aussi grâce à ce socle des droits sociaux au niveau l'Union européenne, dont on savait pas à quoi il allait servir, mais c'est quoi juste pour rappeler ça à nos auditeurs. alors c'est pas une charte, c'est un socle, c'est un texte qui a été adopté où il y a un certain nombre de proclamations de droits sociaux, une forme de synthèse, mais on n'a jamais su quelle force il y avait. Et on voit quelle est l'importance finalement de l'initiative politique, du moteur politique. Il est présent, peut-être aussi que c'est l'idée que le social peut aider à résoudre aussi la crise démocratique que connaissent les États de l'Union et l'Union, la défiance aussi à l'égard des institutions. C'est des textes assez concrets. L'Europe sociale, elle n'est pas destinée à uniformiser. Elle n'est pas destinée à ce qu'on ait tous les mêmes droits dans les États, surtout qu'avec l'élargissement, les cultures sont très différentes. On parlait tout à l'heure de l'égalité entre les femmes et les hommes. La Pologne s'est opposée jusqu'au bout à ce qu'il y ait le mot genre dans la directive qui vient d'être adoptée sur l'égalité salariale, alors que le Parlement européen l'avait rajouté. On est là pour finalement avancer en commun sur des principes, des structures, mais qui ont quand même des influences dans chaque État, qui imposent à chaque État de développer des systèmes sociaux. Alors, on verra comment ça continue. Là, on attend une directive importante sur les travailleurs des plateformes. Vous savez, tous ceux qui sont à vélo actuellement, et quand on est cycliste ou piéton, on les aime pas trop parce que ils sont guidés par un algorithme et puis ils nous foncent dessus. Ils sont en France pour la plupart travailleurs indépendants. On a une directive qui va estimer qu'il y a une présomption de salariat. La France a mis des réserves, mais finalement, cette directive va être adoptée et elle va être très importante sur la protection de ces travailleurs. D'autres directives sur les violences sexuelles, sur le devoir de vigilance. Donc, il y a un ensemble de textes comme ça qui avancent. Et puis aussi, puisque vous disiez que j'étais à l'Institut du Travail, je le sais par les organisations syndicales, davantage d'écoute à l'égard des organisations syndicales, de prise en considération même dans l'élaboration des textes. Donc oui, de ce point-là, du point de vue en tout cas de la protection des travailleurs, c'est plus satisfaisant. Est-ce que vous diriez que petit à petit se renforce, vous évoquiez ce socle des droits sociaux, cette importance aussi de la négociation collective, même si encore une fois on fait pas tous pareil, on n'a pas toujours la même culture, mais est-ce que se dégage petit à petit un vrai modèle européen en termes de droits sociaux? Alors c'est ce modèle qu'on essayait un petit peu de connaître, d'identifier un petit peu dans les années 80, les années Delors également, lorsqu'il était à la Commission. Oui. C'était cette idée que finalement, intervention de la puissance publique, négociation collective, solidarité nationale, social, donc il y a système de sécurité sociale, qu'il y avait des principes communs. On l'avait perdu. Et je crois que il faut le dire, l'élargissement avait un petit peu perturbé les choses. Traditionnellement, le Royaume-Uni aussi se mettait à l'écart. Là, on retrouve peut-être les chemins de principes communs, peut-être d'un modèle, on peut l'espérer. On a bien vu avec les crises récentes que finalement, un soutien social permettait, depuis la crise de 2008 et puis celle récente sur la pandémie, aussi d'amortir les chocs et puis aussi peut-être le système économique en général. On est dans un contexte, on le sait bien, où les entreprises sont en pénurie de salariés, recherche des salariés. Ça aussi, c'est intéressant. On parlait d'égalité entre les femmes et les hommes. Eh bien, c'est des questions qui vont être soulevées à partir du moment, quelquefois, où on a du mal à trouver les salariés, où il faut être attractif. Et on va se dire, comment l'être ? Oui, effectivement, je pense que sur ces changements qui sont aussi bien les changements induits par le numérique, l'intelligence artificielle dont on parle aussi beaucoup en Europe, oui. Cette difficulté aussi, ce rapport au travail qui probablement a changé aussi avec la pandémie. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on retrouve finalement le sens social de l'intégration,
qui probablement avait dû se perdre un peu finalement dans la facilité qu'il y avait pendant en tout cas quelques années de privilégier l'économique. Je pense que vous évoquiez aussi le texte qui est un texte extrêmement important sur le devoir de vigilance des entreprises. Ce sera peut-être aussi moyen de redonner du sens social à l'Europe. Oui, et puis si j'ai encore un tout petit peu de temps, il y a ce principe de dignité de la personne qui est dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et vous parliez de l'intelligence artificielle, eh bien ce principe, il est opérationnel. Le rôle de l'humain doit être essentiel dans toutes ces transformations. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications et pour avoir redonné un petit peu de souffle à l'Europe avant l'été. J'espère. On vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous réécouter sur les ondes d'RCF ou en podcast.